Donc, bonjour à tous. On va commencer la présentation dans 1 minute. Donc, il est déjà 9 heures. On va pouvoir débuter. Donc, bonjour et bon matin à tous et à toutes. Bienvenue à cette dernière journée de notre conférence nationale virtuelle sur la leucémie. C'est une conférence qui, comme on vous l'a présenté là, tout au long de cette semaine, qui est unique en son genre et qui a pour objectif de répondre aux besoins particuliers de la communauté des cancers du sang et qui offre des informations, des outils, des ressources à jour pour aider les personnes touchées par la leucémie et leurs familles. Donc, un grand merci à vous de vous être levé tôt ce matin pour vous connecter avec nous. Prochaine diapositive. Merci. Donc, la web-diffusion d'aujourd'hui s'intitule « Comprendre et prendre en charge la leucémie lymphoïde chronique ». Dans cette web-diffusion, le docteur Michel Pavic, hémato-oncologue, va discuter des options de traitement, puis de ce que vous pouvez faire pour minimiser son impact et les effets secondaires dans la leucémie lymphoïde chronique. Donc, il est maintenant temps de débuter la présentation. Mon nom est Juliane Pelletier, je suis la responsable des services à la communauté pour la région de Montréal et des environs à la Société de leucémie lymphome du Canada. Donc, je vais être la modératrice pour cet événement en ligne. La présentation d'aujourd'hui va durer environ 60 minutes et va comprendre une période de questions et réponses à la fin. Puis, puisque vous êtes très nombreux à vous être connectés, vous allez peut-être remarquer que vous êtes en mode silencieux, mais par contre, nous vous invitons là, tout au long de la présentation à inscrire vos questions au bas de votre écran dans la section questions et réponses et nous allons les lire à voix haute à la fin de la présentation. Donc, en raison aussi du grand nombre de participants et du temps limité qu'on a, c'est possible que nous ne soyons pas en mesure de répondre à toutes les questions. Et aussi, si la question que vous posez, que vous avez peut-être posée lors de votre inscription a déjà été répondue avec le contenu de la présentation, nous n'allons pas la poser à la fin. Puis, c'est important de noter que notre conférencier ne peut pas répondre à des questions trop spécifiques sur l'état de santé d'une personne. Donc, les questions spécifiques ne vont pas être lues à voix haute pendant la période de questions. Si nous ne répondons pas à votre question durant la présentation en direct, un responsable des services à la communauté là, va vous contacter après la conférence pour faire un suivi. Donc, prochaine diapositive. Donc, pour ceux et celles qui nous connaissent peut-être un peu moins, la mission de la Société leucémie lymphome du Canada, c'est de trouver un remède contre les cancers du sang et d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées et de leurs familles. Donc, si vous avez des questions ou si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, vous pouvez parler à un de nos responsables des services à la communauté de votre région. Donc, pour le Québec, moi-même ou ma collègue Jennifer. Et vous pouvez recevoir là, une aide personnalisée pour trouver des réponses à vos questions ou des moyens de répondre à vos préoccupations. Donc, les responsables des services à la communauté sont là pour vous aider. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais mettre en lumière quelques-uns de nos services qu'on offre et qui pourraient vous intéresser. Prochaine diapositive. Donc, nous vous invitons à visiter notre site Internet canceravecunS-du-sang.ca. Puis notre objectif, c'est vraiment, avec notre nouveau site, là, de mieux servir la communauté et d'offrir une expérience améliorée. Sur notre site, vous allez trouver les enregistrements de nos web-diffusions passées, notre chaîne de balado, des fiches d'information, des outils pratiques pour vous aider à naviguer dans l'expérience du cancer du sang et beaucoup plus. Prochaine diapo. Aussi, je vous inviterai, si ça vous intéresse, à vous joindre au groupe de soutien pour les personnes touchées par la leucémie lymphoïde chronique ou la lymphome à petits lymphocytes. Donc, c'est un groupe qui existe déjà depuis plusieurs années, qui est virtuel, puis ça vous permet là, de créer des liens avec d'autres personnes qui vivent une situation similaire à la vôtre dans le confort de votre foyer. Donc, pour trouver des informations ou vous inscrire, vous avez juste à visiter notre site Internet cancerdusang.ca. Prochaine diapositive. Donc, il est maintenant temps de céder la place à notre conférencier d'aujourd'hui, le docteur Michel Pavic. Donc, Dr Pavic est chef d'hémato-oncologie et directeur de recherche en oncologie médicale. Il est également chercheur au Centre de recherche du CHU
Il est impliqué dans de nombreux projets de recherche clinique testant de nouveaux médicaments en oncologie, notamment pour le cancer urologique, le cancer du sein et l'hématologie maligne. Donc, Dr Pavik, je vous cède la parole. Merci beaucoup pour l'introduction. Puis ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de leucémie lymphoïde chronique. On va passer à travers différents éléments de la leucémie lymphoïde chronique. Vous allez voir, on va regarder un petit peu c'est quoi la définition, comment ça se présente, et puis aussi c'est quoi, comment ça se traite, quel est le pronostic, etc. Donc, on va essayer de répondre à tout ça. Je vais essayer pendant ma présentation d'avoir des termes qui sont compréhensibles par tout le monde. Oui, je sais que certains d'entre vous connaissent bien le leucémie lymphoïde chronique, mais pour des raisons de clarté, je vais essayer d'utiliser des termes bien assez faciles, parfois un peu imagés pour que vous compreniez bien. Alors, les personnes qui ont eu une leucémie lymphoïde chronique savent que le système immunitaire, ou plus exactement le système lymphatique, est en jeu dans la leucémie lymphoïde chronique. C'est une maladie qui touche les organes lymphoïdes. Alors, c'est quoi les organes lymphoïdes? C'est des organes qu'on a dans le corps à différents endroits. On en a un peu partout dans notre corps, que ce soit dans les ganglions, et ça, tout le monde connaît un peu ce que c'est des ganglions, dans la rate, dans le foie, dans les os, mais également dans tout l'organisme, les poumons, le cerveau. Ça sert à quoi, en fait, ces organes lymphoïdes? Ça sert comme une barrière, comme une défense immunitaire. C'est pour protéger chaque organe contre de potentiels agresseurs. Les agresseurs les plus fréquents, c'est des infections. Et donc, on comprend bien que si on a une anomalie dans ce système immunitaire, système lymphoïde, ça peut toucher n'importe quel organe. Et déjà, ça répond à une question. Quand j'ai une leucémie lymphoïde chronique, oui, c'est surtout une maladie des ganglions, mais ça arrive que parfois, le désordre se manifeste un peu n'importe où dans le corps. Mais principalement, c'est une maladie des ganglions et également un petit peu de la rate. Alors, pourquoi? Vous savez que la cellule qui est malade dans la leucémie lymphoïde chronique, ce sont les lymphocytes. Lymphocyte, c'est une cellule qui appartient au groupe des globules blancs. Dans le sang, vous savez qu'on a des globules blancs, on a des plaquettes, on a des globules rouges. Et dans les globules blancs, il y a plusieurs sortes de globules blancs. Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça qu'il y a ce schéma ici, c'est que toutes les cellules du sang dérivent d'une seule et même cellule qu'on appelle la cellule souche. La cellule souche, c'est une cellule qu'on trouve dans la moelle osseuse et qui est à l'origine de toutes les autres cellules qui vont être fabriquées en fonction des besoins. Et cette cellule qui va pouvoir se transformer, donner des cellules filles, en fait, qui vont se transformer avec une certaine évolution vers des globules blancs, vers des globules rouges, vers des plaquettes et parfois également vers des lymphocytes. Et ça, c'est très important à comprendre qu'il y a une cascade de maturation, en fait, de la cellule souche jusqu'à la cellule qui est active dans le sang. Quand on parle ici du lymphocyte, vous voyez ici, le lymphocyte qui se retrouve ici, là, le lymphocyte B, on arrive au bout d'une cascade de fabrication de lymphocytes. Donc, ce sont des cellules qui ont été fabriquées à partir de la cellule souche et puis qui vont donner au bout du compte des cellules qui sont très matures. Et si jamais il y a un événement de cancérisation sur cette cellule-là, c'est là que va se produire le cancer. Mais on peut avoir des cancers qui se produisent n'importe où dans la chaîne de maturation. Et on est un peu dans la même lignée quand on regarde des leucémies aiguës. Par exemple, ce sont des formes beaucoup plus graves, ça va toucher plutôt la cellule souche, plus proche de la cellule souche, alors que des leucémies chroniques, comme la leucémie lymphoïde chronique, ce sont des cellules qui sont déjà terminées, qui sont déjà matures, qui sont déjà prêtes à l'emploi, je dirais. Et c'est une maladie qui va être caractérisée par une prolifération de ces lymphocytes B dans le sang. Alors, comme je vous l'ai dit, dans le sang, on a des globules blancs qui combattent essentiellement les infections. Et les globules blancs, vous les avez ici, il y en a toute une batterie de globules blancs, dont les polynucléaires neutrophiles, peu importe pour ces grands termes-là, mais également un autre globule blanc très différent qui est le lymphocyte, et on appelle ça le lymphocyte B. Il y a des globules rouges. Les globules rouges, ils servent à transporter l'oxygène.
Et il y a des plaquettes qui servent à fabriquer la coagulation. Pourquoi c'est important de comprendre tous ces éléments-là? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout dérive d'une même cellule, puis la fabrication, l'organe de fabrication de ces cellules-là, c'est dans la moelle osseuse que ça se passe. C'est dans la moelle osseuse que les globules rouges, les plaquettes, les globules blancs vont se fabriquer. Alors, vous comprenez que si on a une cellule cancéreuse, le lymphocyte, qui va se multiplier de façon parfois très, très importante dans la moelle osseuse, ça va prendre la place. Ça va parfois prendre tellement de place, 80-90% parfois, que ça va laisser pas beaucoup de place pour les globules rouges et les plaquettes pour se développer. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir avoir une anémie, ou bien, donc cette anémie, c'est une baisse des globules rouges, ou une baisse des plaquettes qu'on appelle thrombopénie. Et vous savez sûrement déjà que ça fait partie des critères de traitement. Lorsqu'il n'y a plus assez de place dans la moelle osseuse pour qu'on fabrique les bonnes cellules utiles au fonctionnement normal du corps, on va devoir traiter pour libérer cet espace-là. Et puis, donc on a vu les cellules qui sont contenues dans le sang. Puis ces cellules-là, il faut bien qu'elles baignent dans un liquide. Elles circulent. Et pour circuler, elles circulent dans ce qu'on appelle le plasma. C'est la partie liquide du sang. C'est essentiellement de l'eau, mais ça contient également d'autres éléments, des nutriments, des vitamines, des minéraux, toutes sortes de produits chimiques qui servent au fonctionnement normal du corps humain. Alors, les lymphocytes, je l'ai déjà dit, ils sont produits dans la moelle osseuse, à partir d'une cellule souche et jusqu'à une cascade qui l'amène à un lymphocyte très, très développé, on appelle ça mature, qui a terminé son cheminement. Et ces lymphocytes-là, une fois qu'ils ont été fabriqués, ils vont aller ils habitent pas dans la moelle, ils peuvent habiter un peu dans la moelle osseuse, mais l'endroit où ils préfèrent habiter, c'est dans le tissu lymphatique. Et dans le tissu lymphatique, on l'a dit tantôt au tout début de présentation, c'est essentiellement les ganglions, mais il y en a un peu partout, la rate, le foie, les poumons. Mais le gros territoire où vivent les lymphocytes B, ce sont les ganglions. Et quand ils arrivent de la moelle osseuse, ces lymphocytes B, ils sont presque prêts à l'emploi, mais ils ne sont pas encore tout à fait intelligents, ils n'ont pas encore terminé leur éducation. Et donc, ils vont transiter, ils vont passer par le ganglion et ils vont maturer. On va leur présenter des antigènes. Il y a d'autres lymphocytes, d'autres cellules qui vont, quand ces nouveaux lymphocytes B qu'on appelle immatures ou qui n'ont jamais encore travaillé, ils arrivent dans le ganglion et on va leur présenter des antigènes, c'est-à-dire des morceaux, des substances d'infection. Puis, ils vont apprendre à combattre ces infections-là. Et puis, ils vont se développer et puis, ils vont se ranger comme des guerriers dans le ganglion, prêts à aller attaquer, en cas de nouvelle infection, l'agresseur. Donc, ils vont vraiment terminer leur maturation dans le ganglion. Ils vont se stocker, vont se multiplier, puis là, ils vont être capables, comme une armée, à aller libérer lorsqu'ils vont rencontrer un pneumocoque ou une bactérie, et ils vont servir aux défenses immunitaires. Donc, pour les défenses immunitaires, essentiellement, le lymphocyte B, il va produire ce qu'on appelle des anticorps, c'est-à-dire il produit des anticorps ou immunoglobulines, c'est la même chose. Ce sont comme quand on se fait vacciner, mais on a des anticorps qui vont aller attaquer l'agresseur, qui est dans l'occurrence ici une infection. Donc, vous comprenez que c'est une part importante, essentielle dans les défenses immunitaires. Tout ça pour dire, c'est que quand les lymphocytes B sont malades, même s'ils sont très nombreux, mais si ce sont des mauvais lymphocytes B, le système immunitaire n'est pas en grande forme. Donc, on va pouvoir faire plus d'infections. Et également, lorsqu'on essaie de les détruire, ces lymphocytes B, parce qu'on veut traiter la leucémie, une des conséquences, c'est qu'en détruisant les mauvaises cellules, on va aussi détruire des bonnes cellules du système immunitaire, et donc on va être plus à risque de développer des infections. Donc ça, c'est une part importante pour comprendre les conséquences d'une clinique d'une leucémie lymphoïde chronique. Alors, pourquoi on développe une leucémie lymphoïde chronique? Qu'est-ce qui se passe? Comme pratiquement dans tous les cancers, il se passe un événement au niveau d'une cellule. C'est un événement génétique et il va y avoir une erreur dans la fabrication de ce lymphocyte B. Et ce lymphocyte B,
il va apprendre. Normalement, toutes les cellules, vous savez, dans le corps, elles sont faites pour vivre un certain temps, puis les cellules meurent. On perd les cheveux, ils sont remplacés. Au bout d'un certain temps, on perd un peu toutes les cellules qui se remplacent petit à petit. Et bien, dans les cancers, et particulièrement dans la leucémie lymphoïde chronique, le lymphocyte va perdre la capacité de mourir. Donc, il va rester vivant et il va se stocker et il va se multiplier. Et donc, on va avoir de plus en plus de lymphocytes qui ne sont pas très méchants, ils ne sont pas très agressifs, ces lymphocytes-là, mais ils ne servent plus à rien et ils se stockent. Et donc là, ça va faire du volume. On va en avoir beaucoup dans le sang au début, donc c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de lymphocytes qui montent dans le sang, beaucoup de globules blancs, et ces globules blancs, c'est principalement des lymphocytes. Puis, comme je vous ai dit tantôt, ces lymphocytes B, où est-ce qu'ils habitent? Ils habitent dans les ganglions. Ben, on va avoir des gros ganglions. Pas au début de la maladie. Au début, les ganglions vont pas être perceptibles, mais à force de s'accumuler, ben, on va avoir des ganglions ou la rate ou le foie qui vont grossir. Et puis, si parfois ils choisissent de s'accumuler dans certains organes plus inhabituels, bah, parfois on peut avoir des localisations dans des organes moins fréquents, comme la peau, par exemple. Je sais qu'il y avait une question dans l'auditoire sur est-ce qu'on peut avoir une atteinte de la peau. Oui, ça peut arriver que la leucémie se développe plus spécifiquement là, mais ce n'est pas très fréquent quand même. Le plus fréquent, c'est les ganglions. Les cellules leucémiques, donc de LLC, ne sont pas bonnes pour combattre les infections. Vous allez me dire, oui, on en a beaucoup, je devrais bien combattre les infections. Ben non, parce que ce sont toutes les mêmes cellules. C'est une cellule qui s'est transformée et qui a donné naissance à des millions de cellules de la même sorte. Alors que notre système immunitaire, pourquoi il fonctionne bien? C'est parce qu'on a toute une diversité de cellules lymphocytaires, toutes différentes les unes des autres, qui sont capables de combattre un nombre incalculable d'infections. Donc, c'est ça qui est vraiment la différence. Oui, on a beaucoup de lymphocytes, mais ce sont tous les mêmes qui sont des mauvais lymphocytes. Et les bons lymphocytes, ben, ils n'ont plus la place, ils ne sont plus fabriqués, et donc on est moins bon. Donc, ça s'accumule dans le sang, ça s'accumule dans la moelle. De temps en temps, les lymphocytes, ils vont s'accumuler plus dans les ganglions et pas tellement dans le sang. Et c'est la même maladie, on appelle ça le lymphome à petits lymphocytes. C'est une forme qui est très similaire à la leucémie lymphoïde chronique. C'est la même maladie, ça se traite de la même façon. Mais tout ça pour dire que la plupart des patients, 9 fois sur 10, vont avoir beaucoup de lymphocytes dans le sang et des ganglions au début qui ne sont pas très développés. Puis parfois, c'est l'inverse, pas beaucoup de lymphocytes dans le sang et plus des ganglions développés. Mais au final, avec l'évolution, tous les patients vont à un moment donné, plus ou moins rapidement, avoir des ganglions qui sont augmentés de taille. Alors, une question aussi sur est-ce que c'est un lymphome? Lymphome, c'est un cancer des ganglions. Alors, on dit oui parce que c'est leucémie. Leucémie, c'est cancer du sang. Lymphome, c'est cancer des ganglions. Mais vous avez compris qu'on a une cellule qui, dans les lymphocytes, qui est cancéreuse, qui vit dans les ganglions et qui vit aussi dans le sang et dans la moelle osseuse. Donc, on est à la fois dans la leucémie et dans les lymphomes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le moins grave de tous les lymphomes. C'est celui qui va le moins vite, c'est celui qui est le moins agressif de tous les lymphomes. Les lymphomes sont souvent des cancers qui arrivent plus prématurément dans des cellules qui ne sont pas encore finies, ce ne sont pas des lymphocytes qui ont terminé leur maturation, ce sont des événements de cancérisation qui arrivent plus précocement dans la fabrication des lymphocytes. Et là, donc, on a un événement très tardif. Ce sont des cellules qui ne sont pas très méchantes, mais qui peuvent donner des dégâts, évidemment. Quelle est la fréquence? On dit l'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas par année. Ici, vous avez l'incidence au Canada, donc le nombre de nouveaux cas de leucémie lymphoïde chronique par année au Canada. 1745, vous voyez que c'est la première, en termes d'incidence, première des leucémies. Donc, devant d'autres leucémies qui sont beaucoup plus rares. Et je trouve même ici que les chiffres sont même assez hauts par rapport à ce qu'on voit en clinique, mais ça contient des formes ça ici, beaucoup d'enfants, et ça des personnes plus âgées. Mais en tout cas, tout ça pour dire que la LLC, c'est une maladie extrêmement fréquente tous les médecins de famille ont des LLC dans leur patientèle. C'est quelque chose qui arrive fréquemment avec l'âge.
Et puis, ça ne veut pas dire que les patients vont forcément avoir des symptômes avec ça. Donc, maladie fréquente, une des maladies cancéreuses en hématologie les plus fréquentes. D'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui l'auditoire, on m'a dit tantôt que c'est parmi toutes les conférences de la Société de la leucémie lymphome Canada, c'est celle où il y a le plus de monde présent, parce que vous êtes les plus nombreux à avoir cette maladie-là. Donc, la leucémie lymphoïde chronique est la plus fréquente, à partir d'un certain âge. Plus on vieillit, plus la leucémie lymphoïde chronique est fréquente, et particulièrement à partir de 70 ans, on a de plus en plus de patients qui développent cette maladie. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui, vous avez compris tantôt, c'est un défaut de fabrication du lymphocyte qui, par hasard, se cancérise. Donc, il acquiert des anomalies génétiques sur des chromosomes, puis qui fait qu'il devient immortel. Et plus on vit longtemps, plus il y a des risques qu'on attrape une anomalie, et plus le système est un peu plus faible également, et donc à risque de se cancériser. Donc, c'est fréquent dans le monde entier, ce n'est pas juste au Canada. On a 191 000 nouveaux cas de LLC dans le monde, donc à l'échelle mondiale, à chaque année, nouveaux cas de LLC. Ça représente à peu près 30% de tous les cas de leucémie. Et c'est la forme de leucémie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plus répandue dans les pays occidentaux. L'âge moyen, la plupart des patients ont autour de 70-72 ans. Et 90% des patients ont plus que 55 ans. Donc, c'est très rare, on en a quelques-uns, mais que des patients de 40 ans ou 45 ans aient une LLC. C'est plutôt une maladie qu'on voit autour de 65, 70, 80 ans. Un peu plus les hommes que les femmes, 2 fois plus d'hommes que des femmes. Pourquoi? On ne sait pas. C'est une maladie chronique, très lentement évolutive. La plupart des patients, la grande majorité des patients, n'ont aucun symptôme. Ils vont voir le médecin parce que c'est un check-up annuel, par exemple, ou pour une autre raison. On leur fait une prise de sang et on découvre une augmentation des lymphocytes. Donc là, on va demander une consultation en hématologie, puis on va découvrir la leucémie lymphoïde chronique par hasard. Donc, c'est vraiment pas, la plupart du temps, c'est vraiment pas des symptômes qui amènent à la découverte de la leucémie lymphoïde chronique. Comme je l'ai dit, c'est le plus lent de tous les lymphomes et il progresse habituellement sur de très nombreuses années. Et il faut savoir aussi que beaucoup de patients n'auront jamais besoin de traitement durant toute leur vie. C'est-à-dire que si vous avez 80 ans puis qu'on découvre une leucémie lymphoïde chronique dans le sang, puis que vous n'avez aucun symptôme, c'est pas sûr que vous aurez besoin un jour de traitement, et il est possible que vous allez vivre une vie normale sans jamais entendre parler de cette leucémie lymphoïde chronique. Donc, ce n'est pas une catastrophe au moment de l'annonce. Alors, évidemment, il peut y avoir des patients qui se présentent avec des symptômes parce qu'ils n'ont jamais eu de prise de sang avant, et puis ils arrivent d'emblée avec des symptômes, ou bien il y a des formes parfois qui sont plus agressives, et on va le voir tout à l'heure avec c'est qui développe des formes plus agressives, mais la grande majorité, c'est vraiment une forme. On dit, vous entendrez également indolent. Indolent, ça veut dire qu'il va lentement. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque? Est-ce que je pourrais prévenir? Je n'ai pas envie de développer une leucémie lymphoïde chronique. Qu'est-ce que je dois faire dans la vie pour ne pas en faire? Il n'y a pas de moyen de prévenir parce que c'est une maladie qui est liée à l'âge. Donc, à part arrêter de vieillir, il n'y a pas grand-chose à faire pour pas faire de LLC. Peut-être, je ne l'ai pas mis ici, mais peut-être que la meilleure chose qu'on peut faire pour essayer d'éviter de faire un cancer en général, c'est d'avoir des saines habitudes de vie. C'est essentiellement, c'est bien manger, mais surtout, c'est faire de l'activité physique, au moins une demi-heure par jour de marche à rythme soutenu. C'est très important parce que ça prévient une bonne partie des cancers. Il n'y a pas de facteur de risque environnemental ou des facteurs externes comme le tabac, par exemple, ou avoir pris avoir pris des rayonnements, etc. Alors, ou bien, par exemple, exposés aux hydrocarbures. Il y a beaucoup de cancers qui sont liés à des hydrocarbures, par exemple, les gens qui travaillent dans la pétrochimie ou qui travaillent dans les centrales nucléaires. Mais la LLC, ce n'est pas tellement associé à ça. Il y a peut-être un sur-risque avec l'exposition aux herbicides, qui est un facteur de risque.
Le principal facteur de risque, c'est l'âge. Plus on vieillit, plus on a de risques de développer une LLC. Est-ce que dans la famille, on a, par exemple, si j'ai une leucémie lymphoïde chronique, est-ce que mes enfants ou mes frères et sœurs ont un plus grand risque de faire une LLC? Le risque est légèrement supérieur à la population générale, mais pas suffisant pour que l'on ait besoin de faire des recherches actives dans la famille. Donc, vous pouvez rassurer vos frères et sœurs, rassurer vos enfants. Ils n'ont pratiquement pas plus de risque de faire une LLC ou d'autres cancers que la population générale. Donc, c'est un peu, la LLC, c'est un peu, comme je dis, maladie de vieillissement, un coup de malchance. C'est arrivé comme ça aurait pu arriver à n'importe qui. Mais on n'a rien fait de mal pour développer, ou on n'a pas eu des mauvaises habitudes de vie ou autres pour développer ça. Alors, comme je vous l'ai dit aussi, la plupart du temps, aucun symptôme, aucun signe, c'est complètement asymptomatique, donc sans aucun symptôme. Lorsqu'il y a des symptômes, souvent après plusieurs années, qu'est-ce que ça peut être? La fatigue peut être un des symptômes, comme la plupart des cancers, mais la fatigue, elle peut être liée soit à la leucémie elle-même, c'est assez rare, soit plutôt à l'anémie, donc à la baisse des globules rouges. Il n'y a plus assez de place dans la moelle osseuse pour fabriquer des globules rouges, on développe une anémie, et donc là, on devient fatigué parce qu'on n'a pas assez de carburant dans le sang, en fait. Les globules rouges servent de carburant pour transporter l'oxygène. Et donc, si on n'a pas assez de globules rouges, on peut être essoufflé également, donc d'avoir de la difficulté lorsqu'on monte une côte, qu'on monte des escaliers, ou même au repos parfois. On peut s'infecter, ça vous l'avez compris, j'ai insisté pas mal là-dessus. Parfois, on peut perdre du poids, c'est assez rare et c'est pas de très bon pronostic en général parce que ça veut dire que peut-être que la maladie est devenue plus grave. On peut avoir des sueurs nocturnes aussi. Là aussi, en général, c'est souvent accompagné, c'est souvent associé à des transformations en maladies un peu plus sérieuses. Les ganglions qui sont augmentés de volume ou la rate qui sont augmentés de volume, donc ça fait comme des boules ou des masses au niveau des aisselles, au niveau de l'aine ou encore au niveau du cou. Et c'est très, très fréquent quand on examine le patient d'avoir des petits ganglions de 1 à 2 cm. Puis, si ça ne gêne pas le patient, si ce n'est pas inesthétique, parfois on voit des ganglions qui sont vraiment très gros, mais là, c'est sûr qu'on va devoir traiter parce qu'il y a un préjudice. Mais ce n'est pas tellement la taille des ganglions qui nous inquiète, c'est plutôt leur nombre et la rapidité de progression des ganglions. Autres symptômes, vous imaginez que si la rate ou le foie ont grossi parce qu'ils sont gonflés ou chargés de lymphocytes, ils vont prendre de la place dans l'abdomen et quand vous allez vouloir manger, l'estomac n'a pas de place, donc on a l'impression d'être rassasié immédiatement et ce qu'on appelle le syndrome du petit estomac, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour prendre des aliments. On peut avoir des infections, on l'a déjà dit plus ou moins ici, à différentes places. Ce qui est plus caractéristique, je dirais, c'est les sinusites et surtout les infections pulmonaires. Si on a une pneumonie à partir d'un certain âge, surtout à partir de 50, 60 ans, c'est bien d'aller regarder s'il n'y a pas trop de lymphocytes dans le sang, puis comment fonctionne notre système immunitaire, et être sûr qu'on n'a pas un début de leucémie lymphoïde chronique. Et tous ces symptômes-là, lorsque la maladie commence à parler, c'est souvent le signe de la nécessité de devoir traiter. Comment je fais le diagnostic de leucémie lymphoïde chronique? Tout d'abord, je la suspecte devant une augmentation des lymphocytes dans le sang. Donc, c'est très facile. On fait la prise de sang pour X raisons. On voit qu'il y a trop de globules blancs. Et dans ces globules blancs, ce n'est pas n'importe lesquels, ce sont les lymphocytes qui sont en nombre anormal. Donc, ils sont supérieurs à 5000 en général. Normalement, on est autour de 2000 pour les lymphocytes. Puis quand on dépasse 4-5 000, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ce n'est pas dangereux d'avoir 5 000, même 10 000, voire parfois, on dira plus tard, mais avoir même 100 000, ce n'est pas dangereux d'avoir 100 000 globules blancs, mais ça alerte et ça nous dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. L'examen de la moelle osseuse, c'est une question très fréquente, ça. Est-ce que je vais avoir une biopsie de moelle? Ça fait peur parfois. C'est très, très rarement nécessaire. L'analyse du sang, la prise de sang va suffire pour faire le diagnostic. Donc, c'est très rare qu'on ait besoin d'aller faire la biopsie. Et on va faire ce qu'on appelle une cytométrie de flux.
C'est un examen particulier que pas besoin de détailler ici, qui va permettre de caractériser les lymphocytes. Et on va voir que ces lymphocytes, ce sont des lymphocytes B, donc un sous-type de lymphocytes, et qui ont des caractéristiques à leur surface qui sont toujours les mêmes, sont toujours les mêmes lymphocytes, et qui ont acquis des propriétés de prolifération et d'immortalisation. Donc, on arrive à dire, bon, ben voilà, ce sont des lymphocytes, tous du même type, et qui sont des lymphocytes cancéreux de leucémie lymphoïde chronique. Également, ce qu'on peut avoir, c'est une diminution des immunoglobulines, parce que les lymphocytes, normalement, ils fabriquent des anticorps ou immunoglobulines, et là, comme ils sont malades, ils vont en fabriquer moins ou pas des bons anticorps. Donc ça, il faut y penser également. Dans les analyses de laboratoire qu'on va faire, on va essayer de mieux comprendre l'agressivité de ces lymphocytes. Parce que tous les lymphocytes de leucémie lymphoïde chronique ne sont pas les mêmes d'un malade à l'autre. Ils sont tous cancéreux, ils ont tous oublié de mourir, ils vont tous proliférer, mais certains sont plus armés, sont plus agressifs que d'autres. Et donc, on va aller regarder à l'intérieur des cellules des modifications des chromosomes. À l'intérieur de chaque cellule, on a des chromosomes. Les lymphocytes B tumoraux ont des chromosomes. Et s'ils sont devenus cancéreux, c'est qu'il y a eu une anomalie sur leur chromosome qui est apparue. Et certaines des anomalies qui est apparue par un défaut au moment de la fabrication, certaines anomalies peuvent être plus ou moins graves. Et ça permet aux cliniciens, à l'hématologue, de prédire la gravité ou l'évolution de certaines maladies et donc également de choisir le meilleur traitement. Et également de dicter la surveillance de la maladie. Et vous voyez ici certaines anomalies qu'on appelle cytogénétiques ou chromosomiques, c'est à peu près la même chose. On en a des bons et des mauvais pronostics. Par exemple, le fait d'avoir, vous savez, on a 46 chromosomes, donc, et dans ces chromosomes-là, on va pouvoir les caractériser, puis on va regarder s'il y a des anomalies. Et par exemple, le chromosome 13, si on a une délétion du chromosome 13, c'est-à-dire une cassure dans le chromosome 13, et c'est ça qui fabrique les lymphocytes cancéreux, ça, c'est de bon pronostic. Le malade, souvent, va aller bien pendant très longtemps et souvent, ne vont pas avoir besoin d'être traités. À l'inverse, quand on a une trisomie, c'est-à-dire que le chromosome 12, au lieu d'être double, un du père, un de la mère, il devient triple, il y a 3 chromosomes, ça, c'est un peu moins bon, pronostic intermédiaire. Même chose pour la délétion 11q, quand on a cette délétion-là, le chromosome 11 qui perd un morceau, le pronostic intermédiaire sont des formes qui sont plutôt avec des grosses rates et des pronostics un peu moins bons. Puis la moins bonne, c'est la délétion du chromosome 17, parce que le chromosome 17 est un chromosome qui contient des gènes réparateurs et protecteurs contre le cancer, et si on en perd un morceau, ça peut proliférer beaucoup plus rapidement, et donc ce sont les moins bons pronostics. Et donc, schématiquement, on regarde beaucoup la délétion du 17p et ça va changer nos traitements et ça change beaucoup également le pronostic. On a d'autres éléments qui sont des facteurs de plus haut risque. On ne va pas tous les passer ici parce que c'est assez scientifique et pas forcément simple à retenir. Mais ce qui est facile à retenir, c'est un taux de doublement rapide des lymphocytes dans le sang. C'est-à-dire que, mettons, j'ai 30 000 lymphocytes et 6 mois plus tard, j'en ai 60 000 et que je contrôle et c'est encore à 60 000, ça double en moins de 6 à 12 mois. C'est un signe d'agressivité. Ça va dire que ça prédit qu'on va bientôt avoir des problèmes et va falloir traiter. Le fait d'avoir des très gros ganglions, également, ça, c'est un critère de traitement. Alors, quand on dit ganglions, c'est surtout qu'on doit traiter, c'est surtout des ganglions qui dépassent 7 cm. Donc, 7 cm, c'est pas rien, c'est déjà des beaux morceaux de ganglions. Donc, et ça, souvent, c'est visible. Je ne l'ai pas dit aussi tantôt, mais dans la leucémie lymphoïde chronique, on a des ganglions partout, mais le principal territoire des ganglions sont les ganglions qui sont palpables. C'est facile pour nous. Ce sont des ganglions qui sont sous les aisselles, dans les creux inguinaux, puis au niveau du cou.
Il y en a aussi un peu éventuellement en profond, à l'intérieur du corps, hein, dans le ventre, etc. Mais en général, ils sont moins gros que ceux qui sont à l'extérieur. Donc, assez simple pour s'en rendre compte. Puis, on a d'autres anomalies ici qui sont utiles. On a parlé des chromosomes tantôt. Peut-être ici, la seule chose sur laquelle j'insisterai, on appelle ça l'IGVH muté ou non muté. C'est quoi ça? C'est quelque chose quand même qui est très important parce que ça confère un élément de gravité ou de réponse ou de non-réponse au traitement. Alors, c'est quoi ça? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'un ganglion, un lymphocyte, il est fabriqué dans la moelle osseuse, et puis il va arriver dans le ganglion, et avant d'être adulte, il va devoir subir une transformation. Cette transformation, cette maturation, lorsqu'on lui présente l'antigène, eh bien, il va se transformer. On appelle ça scientifiquement la commutation isotypique, peu importe pour le terme. Et ce passage-là est nécessaire pour devenir un lymphocyte mature, final. Parfois, la plupart du temps, souvent la cancérisation se passe après cette maturation. Parfois, la cancérisation se passe juste avant cet événement-là dans le ganglion. Donc, on est un peu plus précoce et donc on dit que le lymphocyte est non muté pour son immunoglobuline. Et si c'est non muté, ben c'est un peu plus méchant que si c'est muté. Donc, ça nous sert beaucoup pour la clinique. Les autres anomalies ici sont moins utilisées en clinique. Donc, vous l'avez compris que quand on a des éléments qui nous disent on va traiter, ben, il faut aller faire des prises de sang essentiellement et des recherches sur les lymphocytes pour savoir s'ils sont plus ou moins méchants. Et on regarde également des marqueurs de prolifération dans le sang, comme le taux de lactate déshydrogénase, par exemple, ou la bêta-2 microglobuline. C'est simplement ces éléments-là, c'est juste pour dire est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont fabriqués des lymphocytes, puis est-ce qu'ils se finissent par se détruire avec le temps, et c'est des marqueurs un petit peu d'agressivité dans le sang. Le scanner est rarement nécessaire, donc, et en tout cas pas de TEP scan dans la leucémie lymphoïde, donc on n'a pas besoin d'avoir des images poussées. Ça se peut que votre hématologue ait demandé un scanner pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'agressivité plus importante, mais ce n'est pas l'élément clé de la surveillance d'une leucémie lymphoïde chronique. On va faire le dépistage de l'hépatite B également parce que c'est une maladie qui est assez fréquente dans la population, pour laquelle on est soit vacciné, auquel cas il n'y a aucun problème, soit on a eu la maladie puis on a guéri, mais il reste des traces dans le sang. Puis en baissant les défenses immunitaires avec nos traitements, ben, on risque de réactiver dans le sang une hépatite B. Donc, on veut le savoir avant, puis éventuellement prendre des mesures de traitement pour pas que ça se réactive. Quand on commence à prendre en charge, donc on voit un patient qui va, a priori, a des symptômes puis qu'on veut traiter, ben, on a besoin vraiment d'être très systématique pour savoir qui on va traiter et comment on va le traiter. Donc, on stadifie, on met les patients selon des stades cliniques et on ne va pas traiter tout le monde, on va traiter uniquement en fonction de certains critères, comme l'augmentation, la rapidité d'augmentation du nombre de lymphocytes. Hein, donc, on a parlé tantôt de doublement en moins de 6 mois ou de 1 an. La taille des ganglions et aussi la distribution. Si jamais vous avez juste un petit ganglion dans le cou ou au niveau de l'aisselle, c'est pas bien méchant. Mais par contre, s'il y en a partout, ben, c'est un peu plus embêtant. La taille de la rate et du foie également. Et aussi, beaucoup, c'est le degré d'anémie, c'est-à-dire de la baisse des globules rouges, ou bien la diminution du nombre de plaquettes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui témoigne en fait d'une fatigue de la moelle ou d'une incapacité de la moelle à produire les bons éléments nécessaires pour le fonctionnement de l'organisme. Alors, on a des stades. On arrive à faire des classifications des malades en fonction du stade de la maladie. Le stade, c'est l'évolution, à quel stade on se retrouve dans l'évolution de la maladie. Comme la plupart des malades ont juste des lymphocytes élevés, puis il y a deux classifications d'abord. Il y a la classification de Raï et la classification de Binet, un Français, un Américain, comme ça il n'y a pas de jaloux.
Donc, on a le nombre de lymphocytes. Elles sont assez équivalentes, les deux classifications. C'est vraiment le nombre de ganglions, le nombre de lymphocytes, l'apparition ou non de ganglions, et à la fin, c'est surtout l'apparition d'une anémie ou d'une baisse des plaquettes. Et en fait, le seul moment où on va traiter les patients, c'est lorsque leur nombre de lymphocytes va vraiment augmenter rapidement et on va avoir de l'anémie. Et c'est vraiment souvent le critère qu'on choisit, anémie ou baisse des plaquettes, pour décider de mettre en route un traitement. Mais ce n'est pas juste sur la foi d'avoir un peu de ganglion ou avoir un peu de lymphocytes dans le sang. C'est quand ça commence à parler. Donc, les patients, dans notre pratique, on est capable de prédire avec plus ou moins d'efficacité un peu la gravité des malades et de savoir un peu leur évolution dans le futur. Et en fonction de différentes caractéristiques ici, qui sont l'âge, le stade de la maladie, c'est qu'on vient de voir avec la classification de Binet ou de Rai, les différents éléments en fait, dont on a parlé, en fonction du nombre de points qui sont accumulés, on va avoir des maladies plus ou moins à haut risque et la survie à 5 ans dépend du nombre de points accumulés. Donc, on arrive à prédire. Ça commence à être un petit peu vieux, 2016, parce qu'on a des thérapies nouvelles qui permettent d'avoir des meilleurs pronostics. Donc, vous voyez ici, les patients qui sont à risque faible ou intermédiaire, on ne va pas les traiter, puis ceux qui sont à haut risque, on va les traiter. Pour faire un plan de traitement, il n'y a pas un traitement qui marche chez tout le monde et voilà, tout le monde a le même traitement. Vraiment, c'est un traitement personnalisé en fonction de l'âge du patient, en fonction du stade de la maladie, en fonction de ce qu'on a trouvé comme anomalie à l'examen du patient. Les analyses de laboratoire, on en a longuement parlé sur les chromosomes ou sur les facteurs de rapidité d'évolution et sur également l'état général de la personne. Et je dirais beaucoup ça ici, il faut être capable de prendre certains traitements versus d'autres traitements. Donc, tous ces éléments-là font que l'hématologue va choisir le meilleur traitement adapté à votre situation. Les objectifs de traitement, c'est d'arrêter les cellules de se multiplier. Donc, il faut qu'elles arrêtent de se proliférer et il faut qu'on leur apprenne à mourir. Donc, il faut les détruire. Comme je t'ai dit qu'elles n'étaient plus capables de mourir, elles ont perdu cette capacité de mourir. Il faut les détruire, il faut les stopper. Donc, ici, c'est détruire, activer la mort des cellules. Donc, on appelle ça la mort programmée, c'est l'apoptose, c'est ça qu'elles ont perdu, ces cellules, et arrêter la multiplication. Et ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des longues périodes de rémission. On n'est pas encore capable à l'heure actuelle de guérir la LLC. Ce sont des maladies d'évolution très chronique qui permettent d'avoir des longues périodes sans maladie, mais on améliore la survie, mais par contre, on peut pas dire je suis guéri définitivement. Même si on ne voit plus de traces de maladie, on sait qu'elle est toujours là. C'est un peu comme un iceberg avec une pointe émergée de l'iceberg qu'on voit, qu'on arrive à détruire, mais on n'arrive pas à creuser suffisamment profondément pour détruire les dernières cellules. Et à un moment donné, ça se refabrique après quelques années. Et puis, on va essayer, bien sûr, l'objectif, c'est de soulager les symptômes, et puis essayer, même si on l'a encore, la LLC, c'est de vivre avec la maladie ou ses complications. Donc, plus de 50% des cas, c'est de la surveillance active. Donc, beaucoup se reconnaîtront ici certainement, donc pas de traitement, on me surveille. Il y a des médicaments qu'on peut donner, souvent des combinaisons de médicaments. Il y a des chimio-immunothérapies, donc de moins en moins, vous allez voir moins en moins de chimio, des thérapies ciblées de plus en plus, des thérapies avec des anticorps, où ce sont vraiment des anticorps, des immunoglobulines qui vont aller détruire directement les lymphocytes B. La transplantation de cellules souches, c'est extrêmement rare. C'est vraiment rarissime, à part pour des patients très jeunes. Et puis, les essais cliniques. Donc, la surveillance, vous l'avez compris, c'est juste l'observation. Et il faut simplement vérifier régulièrement la numération formule sanguine, en vérifiant s'il n'y a pas une anémie ou s'il n'y a pas une augmentation rapide des globules blancs. Et puis faire un examen physique, c'est-à-dire clinique, pour vérifier s'il y a des ganglions. Et donc, en période de Covid, on a fait beaucoup d'examens par téléphone et je peux vous assurer que
les patients ne sont pas capables de dire s'ils ont des ganglions ou pas. Et ça, c'est vraiment un écueil et c'est vraiment important de voir son médecin, même si on est en surveillance, au moins une fois tous les 6 mois ou 12 mois pour palper les ganglions. Puis, il y avait une question aussi de quelques-uns qui était pourquoi on ne traite pas les leucémies qui sont sans symptômes pour prévenir l'aggravation? Parce que ça ne change rien sur le bénéfice en survie. C'est-à-dire que ça va donner des effets secondaires, ça va donner des inconvénients aux patients, mais au final, il ne vivra pas plus longtemps et ça ne changera rien à la récidive ou autre. Donc, on ne traite pas les formes qui sont sans aucun symptôme ou avec des très faibles risques. Alors ici, vous avez toute une panoplie de médicaments qui sont disponibles pour traiter la leucémie lymphoïde chronique. Je commence à avoir quelques cheveux blancs et quand j'ai commencé à traiter les leucémies lymphoïdes chroniques, on n'avait vraiment pas grand-chose. On avait le Leukéran ici. Et à part ça, on donnait un peu de chimiothérapie parfois, mais il faut avouer que ça ne fonctionnait vraiment pas très bien. Et tous ces médicaments-là de chimiothérapie n'ont pas été complètement abandonnés, mais sont de moins en moins utilisés. Même des choses moins anciennes comme la fludarabine, de moins en moins on traite avec de la chimiothérapie parce qu'on a des agents qui sont plus efficaces, plus ciblés et avec moins d'effets secondaires à la fois sur le court terme et sur le long terme. Donc, dans ces médicaments les plus efficaces, on a tout d'abord des anticorps monoclonaux, c'est-à-dire des anticorps qui vont détruire les lymphocytes B. Donc, il y en a toute une panoplie qui sont listées ici. Beaucoup d'entre vous connaissent le rituximab, le Rituxan, mais d'autres sont avec une efficacité similaire ou un peu supérieure qui sont listés ici. Tout seul, ça n'agit pas très bien. C'est un bon complément, mais ce ne sont pas des médicaments qui vont à eux seuls permettre de contrôler très longtemps la maladie. À l'inverse, ici, vous avez des médicaments qui sont vraiment révolutionnaires, peut-être moins pour l'idéalisib, qui est moins sa place actuellement à l'ALC, mais surtout l'acalabrutinib, l'ibrutinib et le venetoclax. Ce sont des médicaments qui vont aller agir directement sur la cellule en activant des voies de signalisation. On appelle ça des inhibiteurs de tyrosine kinase et va permettre de cesser la fabrication des globules rouges. Donc ici, vous avez la famille des inhibiteurs de BTK, de la protéine de Breton. Et ici, vous avez les inhibiteurs de BCL2, le venetoclax. Donc c'est vraiment deux grandes classes de médicaments. Venetoclax, ici, qui est seul dans sa ligne pour l'instant, et puis l'Imbruvica ou le Calcans, et un autre encore qui est le zanabrutinib, et encore d'autres qui sont en développement, qui agissent sur le BTK. Et donc, une thérapie ciblée très efficace. Comment l'hématologue choisit le traitement? Je vous ai dit que tous les traitements varient d'un patient à l'autre, mais ici, très, très simplement, c'est un peu un algorithme décisionnel pour l'oncologue. Et ce que le patient, pour la première ligne, le patient qui n'a jamais eu encore de traitement de sa leucémie, il va rechercher, est-ce que mon patient a vraiment besoin de traitement? Donc, il y a toute une série de critères ici. Et s'il n'y a pas de critères s'il se plaint de rien, si je n'ai pas d'anémie, je ne vais pas être traité. Puis si par contre j'ai quelque chose parmi tout ça, la fatigue, de l'anémie ou une grosse rate, etc., ou des gros ganglions, oui, j'ai besoin d'un traitement pour pas que ça donne des catastrophes ou des conséquences. Et donc là, je vais regarder dans des facteurs, ici des facteurs qui me disent qu'est-ce qui va influencer mon traitement? L'âge, est-ce qu'il y a des maladies associées comme l'insuffisance rénale chronique, un état de santé précaire? Il y a des scores un peu d'état général. Donc, est-ce que j'ai un bon ou un mauvais état général? Puis, est-ce que j'ai des anomalies sur mes chromosomes, surtout la délétion du 17p? Ou bien est-ce que la mutation de l'IGVH, tout à l'heure, j'ai dit le défaut de la cancérisation avant la maturation du lymphocyte B? Puis, si je n'ai pas de critères, oui, je pourrais encore donner de la chimiothérapie, ça arrive. J'en ai donné beaucoup autrefois, mais ça fait au moins 4 ou 5 ans facile que je n'ai pas donné de chimiothérapie en LLC, donc de moins en moins fréquent, la chimiothérapie. Puis le plus souvent, on a le choix entre deux grandes classes de médicaments, les inhibiteurs de BTK, donc c'est tous les brutinib, acalabrutinib, ibrutinib, zanubrutinib. Ces médicaments-là
sont donnés pour une durée indéfinie, c'est-à-dire jusqu'à la progression. Et on peut aussi avoir l'autre choix, qui est une association de vénétoclax, un inhibiteur de BCL d'une autre classe de médicaments, et associé à un anticorps, anti-lymphocyte B, qui est l'obinutuzumab. Et ça, l'avantage, c'est que c'est une durée fixe pour une année, alors qu'ici, on est jusqu'à la progression. Donc, ça peut être un critère de discussion avec le patient pour savoir quel est le médicament que je vais choisir. Donc, encore une fois, les indications, ça dépend vraiment de l'apparition de symptômes. Et ce qu'il faut aussi se méfier, c'est souvent le patient arrive, il n'a pas d'anémie, pas de ganglion, puis il a une leucémie lymphoïde chronique, les lymphocytes restent à peu près pareil, voire augmentent un peu, puis le patient est fatigué. Et il y a plein de causes pour être fatigué. Ça peut être parce que il est plus anxieux, il peut être fatigué parce que surmené, etc. Donc, ce n'est pas parce que je suis fatigué que c'est un critère de traitement. Il faut être sûr que la fatigue est bien reliée à la leucémie pour pouvoir pour traiter, parce que sinon, on va aggraver cette fatigue, puis on ne va pas aider le patient. Pareil pour l'anémie, il y a énormément de causes d'anémie. Donc, il faut faire une enquête, puis essayer de prouver que les symptômes sont bien reliés à la LLC si on veut aider le patient. Qu'est-ce qui influence mon choix de traitement? On l'a déjà dit un petit peu. Les chromosomes, l'âge du patient, l'éloignement géographique aussi. On est au Canada, parfois les patients ne veulent pas se déplacer, puis il y a des traitements intraveineux, puis il y a des traitements oraux. Donc, ça peut arriver que les patients choisissent plutôt des traitements tout par la bouche, plutôt qu'une combinaison avec des médicaments intraveineux, donc des perfusions, parce que ça évite de se déplacer. Et puis, il y a également des patients qui ne sont pas capables de faire les déplacements. Donc, nous, en Estrie, ici, on couvre un large territoire, donc des patients qui habitent jusqu'à 1h30 de l'hôpital. C'est parfois difficile pour eux de faire ces déplacements-là. Puis, également, pour le choix du médicament, c'est beaucoup les maladies que le patient a. Donc, s'il prend des anticoagulants, des médicaments pour éclaircir le sang, ça peut être problématique pour certaines classes de médicaments, par exemple. Très rarement, la greffe de cellules souches, ça consiste à aller prendre des cellules souches d'un donneur, un frère ou une sœur qui est compatible, ou bien des greffes de cordon sur des bébés à travers le monde. Et on va aller faire une chimiothérapie intensive chez le patient. Donc, notre patient qui a la leucémie, on va détruire toutes ces cellules souches, parce que vous vous souvenez, c'est un événement qui vient de la cellule souche qui est malade, donc avec une cascade d'événements. Donc, on détruit toute sa lignée de cellules souches et on va aller réimplanter des cellules souches d'un donneur. Et donc, le patient va devoir vivre avec des cellules d'un nouveau donneur qui vont aller fabriquer à nouveau des bons lymphocytes B. Ça semble élégant comme technique, mais en pratique, c'est extrêmement difficile, avec des risques de mortalité, beaucoup de complications, alors que la maladie est le plus souvent très chronique et avec peu de symptômes. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose de choix, c'est vraiment un dernier recours. La recherche. La recherche, c'est fondamental. Si aujourd'hui, on a fait des gros progrès, c'est parce que beaucoup de patients avant vous sont passés par la recherche. Et donc, ce qu'il faut savoir de la recherche, c'est que tous les patients, pas seulement pour la leucémie lymphoïde chronique, mais tous les patients en cancérologie qui bénéficient ou qui participent à des essais de recherche, statistiquement, vont vivre plus longtemps que s'ils n'avaient pas participé à la recherche. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il y a un suivi qui est très précis. Donc, c'est vraiment très réglementé. Donc, le patient va être vu, il n'y aura aucun oubli, on ne va pas tomber entre deux chaises. La deuxième chose, c'est que ça offre la possibilité d'avoir accès à une ligne de traitement supplémentaire. C'est-à-dire qu'on a accès à des molécules nouvelles plus précocement, puis on garde tout ce que les autres ont habituellement, tous les traitements habituels. Donc, on se gagne un traitement supplémentaire. Oui, statistiquement, mais on va vivre plus longtemps. Donc, ce sont des traitements. Il ne faut pas le vivre comme des expérimentations, comme des cobayes et autres. C'est, au pire, on a le traitement normal. Au mieux, on a quelque chose qui est novateur et qui va permettre d'aider nos enfants qui seront un jour malades à leur tour. Donc, tout le monde, dès qu'on devrait tous avoir accès à des protocoles de recherche, malheureusement, ça dépend un peu du centre où on habite et ça dépend également de ce qui est offert dans les hôpitaux.
Mais ce n'est pas uniquement pour des malades pour qui on n'a rien à proposer, qui sont arrivés en bout de course. C'est vraiment dès le début de la maladie. La recherche, elle est à toutes les étapes de la maladie. Et ça peut être de la recherche pour tester des nouveaux médicaments, mais ça peut être aussi de la recherche pour tester des nouvelles stratégies pour améliorer la qualité de vie. Par exemple, moi, je fais de la recherche en activité physique, et on propose à nos patients de les faire bouger plus pour essayer de voir si on diminue leur fatigue et même si on diminue l'évolution de leur cancer et améliore leur système immunitaire. Donc, vous voyez que la recherche, elle est pas uniquement sur des médicaments. Une fois qu'on traite le patient, on évalue bien sûr la réponse. Il y a des patients qui vont être en rémission la plupart du temps, soit complète, on ne voit plus rien dans le sang, soit partielle. Ce n'est pas parfait, mais c'est quand même un bon contrôle. On n'a plus de ganglions, on a juste encore un peu de lymphocytes. Parfois, on a stabilisé la maladie et ça peut être déjà une bonne victoire pour certains patients. Et parfois, la maladie est évolutive. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maladie qui est longue. Et quand on répond, la plupart des patients vont répondre, on va avoir des réponses très prolongées. Ce qui fait que c'est super pour les patients. Ça crée par contre une difficulté en recherche parce que les gens vont tellement bien pendant tellement longtemps que il faut beaucoup de temps pour prouver le bénéfice d'un nouveau médicament. C'est une bonne chose, on dirait. On a des leucémies qui récidivent, malheureusement, ou bien qui sont réfractaires. Récidive, c'est quelqu'un qui avait répondu, on arrête les traitements, puis récidive plus que 6 mois après la fin des traitements. Donc, c'est une leucémie récidivante. Il y a beaucoup de patients vont récidiver après quelques années. Parfois, ça peut être 5 ans ou 10 ans après la fin de notre premier traitement. Puis, on a des leucémies réfractaires, c'est-à-dire qu'elles ne répondent pas au traitement qu'on vient de leur donner. Elles ont un peu, ou bien qu'elles ont un peu répondu, puis que même sous le traitement, elles vont progresser. Ce n'est pas le plus fréquent, mais les délétions du chromosome 17, ça peut arriver. Les médicaments ont tous des effets secondaires. Il n'y a pas un médicament qui soit dénué complètement d'effets secondaires. Et ici, vous avez une liste que vous pourrez relire des différents effets secondaires possibles. Assez rarement, la perte de cheveux, ça, ce n'est pas très fréquent dans la LLC. Par contre, la fatigue, oui, des diarrhées, des saignements, des troubles du rythme cardiaque, des douleurs articulaires, des infections, tout ça sont des choses qui peuvent arriver. Rarement des nausées, vomissements, ce n'est pas très fréquent ça. Donc, pour prendre en charge votre LLC, il faut poser des questions aux médecins, aux infirmières pivots. Tenez un petit cahier avec vos chiffres, ça facilitera le travail de l'hématologue aussi, puis ça va vous permettre de suivre et d'être acteur de votre prise en charge. Discutez des résultats avec votre médecin, demandez des copies de laboratoire, puis si votre médecin ne vous appelle pas, au moins le médecin de famille, au moins 1 fois ou 2 par année, il faut le voir, puis l'hématologue, si possible, 1 fois par année minimalement. Hein. Ça dépend du stade, évidemment. Et demandez à votre hématologue, c'est quoi mon plan? Quel est mon suivi? Puis, une fois que j'ai terminé mon traitement. On a des effets des traitements, on a vu tout à l'heure, qui sont des effets pendant les traitements, puis on a des effets sur le long terme ou des effets tardifs. Donc, des effets sur le long terme qui arrivent pendant les traitements, puis qui continuent, qui persistent, et des effets tardifs, c'est après plusieurs années. Donc, on a des effets cognitifs, c'est-à-dire sur la mémoire, des concentrations. Ce n'est pas uniquement pour la LL, c'est beaucoup de patients avec un cancer qui reçoivent des traitements vont dire qu'ils sont plus capables de faire les choses à la même précision qu'autrefois. Ils sont plus capables de se rappeler des choses. Avant, j'étais capable d'avoir tout dans la tête, mon agenda pour la semaine, tout était organisé. Maintenant, je suis obligé de coller sur le réfrigérateur ma petite liste des choses à faire. Ça, c'est beaucoup de patients. Donc, c'est très fréquent parce que ça a créé telle angoisse, telle anxiété. Puis, les problèmes de concentration, c'est très fréquent au cours du cancer. On peut, à cause des traitements ou à cause de la maladie elle-même, faire un peu plus de cancers, d'autres cancers que celui qu'on a déjà. On peut avoir des problèmes de fatigue, de fertilité, etc. La dépression également, mais qui n'est pas si fréquente que ça. Il faut apprendre à gérer son stress. C'est sûr que c'est angoissant pour tout le monde dès qu'on a un diagnostic de cancer. Donc, il y a des techniques de relaxation, d'amélioration du stress qui sont listées ici. De l'exercice physique, très intéressant. Parfois, des thérapies avec un psychologue. Pas pour la majorité des patients, mais si ça nous retentit beaucoup, ça retentit beaucoup sur nous, ça peut être intéressant. Il y a des groupes de soutien, comme on vous a parlé tantôt.
Et puis, des choses également, la méditation pleine conscience est très, très efficace pour le stress, et le yoga ou le tai chi, l'acupuncture aussi. Tout ça, ce sont des bonnes techniques pour améliorer sa qualité de vie. Vaccination, un point très important. Alors, la qualité de la réponse au vaccin n'est pas excellente dans la LLC parce que les cellules ne sont pas hyper efficaces. Le système immunitaire est compromis. Mais par contre, il faut se faire vacciner contre la grippe de façon annuelle, contre le pneumocoque tous les 5 ans, et le zona également avec le vaccin Shingrix, avec un rappel également. Le Covid-19, même si la réponse n'est pas parfaite, c'est très important de vous faire vacciner très régulièrement parce que vous ne serez pas protégé à 100%, personne n'est protégé à 100%, mais par contre, si le Covid arrive, vous allez faire une forme atténuée et donc beaucoup moins grave. Et donc, c'est très important de se faire vacciner très régulièrement. Le suivi, on en a déjà parlé. Il faut savoir votre plan de suivi. Il faut demander ça au médecin qui vous suit. Et en conclusion, pour laisser un peu de temps aux questions, maladie très fréquente en hématologie, d'évolution souvent très lente. 50% des patients n'ont pas besoin de traitement, au moins au diagnostic, ou même plus longtemps. Et il y a plusieurs paramètres qui vont permettre d'établir si on a besoin d'un traitement et d'établir le pronostic. Il y a énormément de progrès dans les traitements, dans le pronostic, surtout au cours des 15 dernières années, mais ça reste encore malheureusement une maladie incurable. Et je suis disponible pour les questions. Merci beaucoup, Dr. Pavik. C'était vraiment une présentation hyper complète, très bien vulgarisée. On a reçu des commentaires là, à ce niveau de gens qui disaient qu'ils vous recommandaient pour de prochaines séances d'information grand public. Puis, effectivement, vous avez répondu à pratiquement toutes les questions que nous avions reçues à l'avance, mais il en reste quand même quelques-unes que je vais vous poser. Aussi, avant de poser les questions, je voulais rementionner, là, comme on l'a dit en introduction, qu'on vous invite à écrire encore vos questions dans la zone questions-réponses. On va les poser si le temps nous le permet. Si on n'arrive pas à toutes les poser, on va vous faire un suivi par la suite par courriel. Comme je vous dis, certaines des questions qui avaient été posées ont été répondues durant la présentation et les questions qui sont vraiment spécifiques à des situations là, individuelles ne seront pas lues à voix haute. Donc, si on ne répond pas à votre question, comme je vous l'ai dit, on va vous faire un suivi. Donc, la première question, vous parliez durant votre présentation de l'importance d'éviter l'importance pas d'éviter, mais pour ne pas développer un cancer, d'avoir de saines habitudes de vie, que ça pouvait aider. Donc, il y a une personne qui demandait s'il y avait, par exemple, quand on a la LLC, des aliments à éviter. La réponse est assez simple. Ce n'est pas uniquement pour la LLC, c'est valable pour tous les cancers. Il faut suivre les recommandations du guide canadien d'alimentation. Elles sont très bien faites. Il faut manger pas trop gras, il faut manger pas trop de viande rouge, 1 à 2 fois par semaine, et éviter les excès, pas se resservir, pas trop sucré, etc. C'est des choses de bon sens, mais c'est valable pour tous les cancers. Et c'est des choses importantes, ça a vraiment un impact, ce n'est pas juste une idée de l'esprit. Parfait, merci. Une autre personne demandait, en fait, vous en avez un peu parlé durant la présentation, dans le fond, une personne demandait si à un âge avancé, la LLC, l'âge avancé avait un impact sur la virulence de la LLC. Question qu'on nous pose très, très souvent. La dame à 90 ans, à cet âge-là, c'est un cancer lent, ou bien, tu sais, j'ai 80 ans, ça va aller lentement. Non, malheureusement, c'est une fausse idée, ça. On voit des formes graves, on voit des formes lentes à tous les âges. Donc, c'est très, très répandu comme idée, mais non, ce n'est pas vrai. On voit de tout. OK, parfait. Une autre personne demandait, en fait, là, vous avez parlé un peu des traitements, des essais cliniques. Une personne aimerait savoir s'il y a des nouveaux traitements là, qui s'en viennent pour la LLC. Oui, il y a des développements qui sont faits, et notamment des nouveaux médicaments d'inhibiteurs de BTK, donc la même famille qu'on a eu l'ibrutinib, acalabrutinib, zanubrutinib, et là on a plusieurs nouveaux médicaments de cette famille-là qui sont capables de rattraper les échecs des premiers. Donc
on est dans des phases encore d'études, mais les résultats s'en viennent. Donc, on a des résultats très, très, très prometteurs. On a aussi des combinaisons de médicaments. On a parlé tantôt de vénétoclax et puis des ibrutinib, par exemple. Bah, combiner les deux va permettre d'avoir des résultats assez spectaculaires. Donc, possiblement, dans le futur, ça va être des médicaments qui seront combinés. Et puis aussi, d'autres thérapies beaucoup plus puissantes. Alors ça, c'est super intéressant, mais ce n'est pas encore prêt. C'est des thérapies où on est capable de prendre des lymphocytes du patient, d'aller les amener dans une usine, les faire multiplier, leur injecter un savoir-faire, en fait, à chaque lymphocyte. On leur injecte un gène qui leur permet d'exprimer une défense, et on va les multiplier, puis après, on va les réinjecter aux patients. Et là, ils vont être capables de se défendre grâce à leur propre lymphocytes qu'on a rendus intelligents. Donc, on appelle ça les CAR-T, les thérapies CAR, et ça existe déjà dans le lymphome, mais pas encore en LLC, mais un jour, ça va arriver. Parfait, merci. On va poser, je vois le temps qui file, on va poser encore deux ou trois questions, pardon. Donc, une personne demande si on peut donner du sang quand on a eu une LLC traitée il y a 7 ans, pardon. Est-ce qu'on peut donner du sang? Non, je pense pas. Non, j'ai arrêté le partage. Non, on peut pas. À partir du moment où on a un cancer, on ne peut pas donner son sang parce qu'on peut transmettre des cellules cancéreuses à un patient. Donc, je ne suis pas spécialiste du tout en transfusion, mais à ma connaissance, non. Parfait. Puis, une autre personne demandait, est-ce que la caractéristique des cellules par analyse de cytométrie de flux peut changer? Pas tellement la cytométrie de flux, parce que oui, ça peut changer, mais habituellement, ça ne change pas. Par contre, la génétique peut changer. C'est surtout ça qui change. C'est-à-dire que je peux avoir au début, je peux ne pas avoir l'anomalie sur le chromosome 17, tranquille, et un jour, 7-8 ans plus tard, ma maladie progresse et hop, j'ai acquis une anomalie du chromosome. Donc, mes lymphocytes sur la cytométrie de flux, ils ne vont pas changer, mais par contre, les chromosomes, eux, on peut acquérir, pas tellement perdre, les chromosomes méchants ne vont pas tellement disparaître, mais par contre, on peut acquérir des chromosomes méchants avec le temps. Parfait. Puis, je vais y aller avec une dernière question. Puis, pour les autres, comme on vous a dit, on va vous faire un suivi par la suite. En fait, je sais que vous disiez que dans la LLC, c'est assez rare, la greffe de cellules souches, mais une personne qui se demandait, soyez à l'aise si vous êtes à l'aise de répondre ou non, quelle peut être la durée d'une rémission après une greffe de cellules souches? C'est une bonne question. Si on fait ça, c'est parce qu'on espère la guérison. Je vous ai dit tantôt, on ne guérit pas, ce n'est pas une maladie curable. Et la greffe de cellules souches, c'est la seule façon de pouvoir définitivement guérir. Mais ce n'est pas tous les patients. Ce n'est pas garanti, mais on va en avoir à peu près 30 à 40% qui vont être définitivement guéris. Et c'est réservé pour un groupe de patients jeunes qui sont capables de passer à travers parce qu'on peut mourir. Ce n'est pas du tout anecdotique. Il y a de la mortalité avec les greffes de donneurs. Puis on peut avoir des complications, des rejets de greffe, des brûlures sur la peau assez épouvantables. Donc, je ne veux pas détruire l'allogreffe, mais c'est quand même, il faut y réfléchir à 2 fois. Mais on peut guérir avec ça. Parfait, un grand merci. Si vous pouvez repartager la présentation. Puis, pendant ce temps-là, merci à vous tous là, qui prenez le temps de nous poser des questions. On essaie d'y répondre le plus possible selon le temps qu'on a, mais on va vous faire un suivi là, pour celles qui n'ont pas été répondues. Donc, je voulais vous prendre quelques minutes pour vous inviter à notre dernière conférence qui va avoir lieu cet après-midi. Donc, c'est toujours dans le cadre de la conférence nationale sur la leucémie. Nous allons présenter la conférence de fermeture « Gestion des effets secondaires des traitements contre le cancer du sang ». Donc, vous pouvez visiter notre site cancer-du-sang.ca pour réserver votre place. Là, il est toujours temps de vous inscrire. Prochaine diapositive. Donc, cet événement a été rendu possible grâce au soutien de AbbVie, Astellas, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb et Janssen. Prochaine diapo. Et pour conclure, avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que nous sommes là pour vous. Donc, si vous êtes à la recherche de ressources, de soutien, Monsieur Dr Pavik a parlé là, de différents
différents outils très intéressants, que ce soit la méditation, tai chi. Donc, nous, on peut vous référer vers des ressources qui offrent ce type de programme. Donc, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous par courriel à info@commercial cancer au pluriel du sang.ca ou en composant le 1-833-222-4884. Aussi, un court sondage va vous être envoyé après la conférence. Si vous pouvez prendre un moment pour y répondre, ça nous aide vraiment à planifier nos événements futurs. Donc, je vous remercie encore pour votre présence et prenez bien soin de vous. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci.